Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. La France dit tout faire pour retrouver la famille enlevée hier au Cameroun, où des gendarmes français d'ailleurs mènent l'enquête. Les 3 adultes et les 4 enfants seraient aux mains d'un inquiétant groupe islamiste au Nigeria. Insultant, disent les syndicats, la charge contre les ouvriers français du patron américain de Titan, candidat un temps à la reprise de Goodyear, provoque des réactions en chaîne. Aujourd'hui, débat dans le 19h avec les sénateurs Kaltenbach, Bocquet et Marseille, un socialiste, un communiste, un centriste. Et alors que François Hollande déclare il y a quelques instants, nous ne voulons pas tomber dans l'austérité. Réforme à minima du mode de scrutin des sénateurs. Les grands électeurs viendront toujours en grande majorité des petites communes, mais la proportionnelle sera généralisée. Et puis également avec nous ce soir, Dominique Baudis, le défenseur des droits, qui a été entendu par le Sénat aujourd'hui sur le mariage gay, qui marque la fin d'une inégalité, voire d'une discrimination, a-t-il dit tout à l'heure, en évoquant par ailleurs le sort des enfants. Mais il nous en parlera plus longuement. Un acte odieux dénonce François Hollande, l'enlèvement d'une famille de 7 Français donc au Cameroun qui reste encore ce soir non revendiqué. La France mène l'enquête sur le terrain. Des gendarmes et des militaires se sont rendus sur le lieu de ce rapt. Les soupçons se portent sur différents groupes terroristes évoluant au Nigeria où les 3 adultes et les 4 enfants qui auraient été séparés ont été emmenés. Jérôme Rabier. Leur nom est aussi clair que leurs intentions. Boko Haram, qui serait à l'origine du rapt, signifie littéralement l'éducation occidentale est un péché. Ce mouvement islamiste basé au Nigeria est surtout connu pour ses attaques antichrétiennes, notamment des attentats contre les églises, dans un pays où le nord est à majorité musulmane et le sud catholique. Mais pour l'instant, aucune certitude que ce soit ce groupe qui ait effectué l'enlèvement des Français, l'action n'ayant pas encore été revendiquée. Ça peut effectivement être Boko Haram. Ceci étant, il y a d'autres hypothèses, c'est que ça soit une des factions dissidentes de Boko Haram qui s'appelle Ansarou, qui elle est beaucoup plus dans la pratique de prise d'otages, mais qui jusqu'à présent n'était pas dans cette région. Ansarou, branche dissidente de Boko Haram, est effectivement spécialiste des prises d'otages contre rançon. Lundi, le groupe islamiste a revendiqué l'enlèvement de 7 autres étrangers au Nigeria et il détient déjà un autre ressortissant français, Francis Colomb, enlevé en décembre dernier dans le nord du pays et dont aucune nouvelle ne filtre depuis son rapt. Si c'est bien ce groupe qui détient les 7 nouveaux otages français, le Quai d'Orsay est d'ores et déjà prévenu qu'il sera difficile de négocier. Paris ne cédera pas au groupe terroriste, a affirmé il y a quelques instants le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, alors que le Sénat, par ailleurs, a respecté aujourd'hui 1 minute de silence en hommage aux légionnaires tués hier dans le nord du Mali lors des affrontements avec les djihadistes. Jean-Pierre Raffarin gâche un peu la fête des amis de Nicolas Sarkozy. L'ancien Premier ministre se livre dans la revue L'état de l'opinion à une critique des occasions manquées par Nicolas Sarkozy, le non-remplacement du Premier ministre, la droitisation ou encore, écrit-il, le cadeau du Sénat à la gauche sous l'effet de réformes incomprises comme la taxe professionnelle. Jean-Pierre Raffarin aura donc jeté un froid sur le colloque organisé aujourd'hui par les amis de Nicolas Sarkozy sur la politique étrangère du précédent quinquennat. Les quadras de l'UMP étaient tous là, même si leur ambition se heurte à l'idée d'un retour éventuel de l'ancien président. Fabrice Cunet. Comment afficher ses ambitions sans froisser l'image de Nicolas Sarkozy? C'est l'exercice délicat auquel se sont livrés certains cadres de l'UMP aujourd'hui. De Nathalie Kosciusko-Morizet à Bruno Le Maire, passage obligé sous la bannière de l'association des amis de l'ancien président. Et face aux caméras, le plus fidèle en amitié serait toujours Jean-François Copé. Attendez, excusez-moi parce que... Vous serez à ses côtés si Oui, bien sûr, bien sûr. Mais d'autres cachent de plus en plus mal leur désir d'émancipation, à l'image de Nathalie Kosciusko-Morizet. Vivement que Sarkozy revienne, c'est ça que vous dites? Moi, je dis surtout vivement que l'alternance arrive. Incarné par Nicolas Sarkozy. Arrive. Et vous n'arrivez pas à le dire. Mais l'alternance, elle sera incarnée par celui qui sera le mieux placé pour l'incarner. Qu'est-ce que le sujet, c'est l'alternance. Vous dites vous-même, il y a des débats de personnes, l'ombre de Nicolas Sarkozy, etc. Moi, je vous réponds, les débats de personnes sont rien si tout le monde est rassemblé derrière le même projet. Et le projet aujourd'hui, pour moi, c'est la préparation de l'alternance, c'est clair. L'association des amis de Nicolas Sarkozy revendique 30 000 membres. Guillaume Pelletier en est l'un des fondateurs. Pour lui, ce bal des prétendants n'a pas lieu d'être.
Ce qui est incontestable, c'est qu'on a besoin du talent de Jean-François Copé, du talent de François Fillon, mais que le leader naturel de la droite française, pour moi et pour nous, ça reste Nicolas Sarkozy. Il y a peut-être un problème de leadership aussi, tout simplement. Bon, c'est un problème de leadership. On en a un puisqu'il s'appelle Nicolas Sarkozy. Entretenir la flamme, c'était l'objectif de ce colloque et tous les moyens sont bons, du soutien d'Ingrid Betancourt à la commande de sondages flatteurs. Le rendez-vous sera répété, une démonstration de force histoire de mettre les ambitions sous cloche, au moins jusqu'en 2017. Ségolène Royal ajoute à ses fonctions politiques celle de vice-présidente de la Banque publique d'investissement avec fonction de porte-parole, la BPI, Banque des territoires, des PME et de la mutation écologique, dit-elle. Une fonction non rémunérée, a ajouté la présidente de la région Poitou-Charentes qui siégera à côté de Jean-Pierre Jouyet, le président de la BPI, un ami de plus de 30 ans. Mais elle précise ce soir que sa nomination ne relève pas du gouvernement, mais de l'Association des régions de France. Changement en vue pour l'élection des sénateurs. Un projet de loi a été présenté aujourd'hui par Manuel Valls au Conseil des ministres pour modifier le collège électoral. Mais contrairement aux préconisations de la commission Jospin, le poids des petites communes sera guère allégé. Dans l'actualité également aujourd'hui, une lettre qui soulève l'indignation en France. Le PDG du groupe américain Titan a adressé une lettre sévère à Arnaud Montebourg pour dénoncer les ouvriers français trop payés ne travaillant que 3 heures par jour. Maurice Taylor, qui est réputé dans son pays même pour ses positions extrémistes, vante les usines chinoises ou indiennes où le salaire ne dépasse pas 1 euro de l'heure. Les réactions se sont multipliées tout au long de la journée. Faustine Saint-Geniès. À l'agonie, l'industrie française, c'est en tout cas ce que pense Maurice Taylor, le PDG de Titan, qui a finalement renoncé à reprendre l'usine Goodyear d'Amiens Nord, rail ouvriers et syndicats, dans une lettre au vitriol adressée à Arnaud Montebourg et rendue publique hier. Des accusations qui indignent la classe politique. C'est une lettre insultante pour les salariés qui travaillent dans les entreprises françaises, qui ménagent pas leur peine, qui laissent parfois leur santé. Mais certains reconnaissent que la France est de moins en moins attractive. Il faut donner envie. Il faut donner envie aux patrons d'investir dans l'entreprise. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de patrons de PME qui prennent les résultats pour eux parce qu'ils sont découragés par cette fiscalité. Pourtant, l'industrie française était célébrée hier à Bercy, une conférence à l'américaine qui a rassemblé près de 600 personnes autour d'Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg qui a également réagi au tweet d'Oprah Winfrey, l'animatrice star des États-Unis. Elle vante sur Twitter les mérites d'une friteuse sans huile, made in France. Les invités du 19h, donc, Monsieur Bocquet, bonsoir. Vous êtes sénateur communiste du Nord. À vos côtés, Monsieur Kaltenbach, sénateur socialiste des Hauts-de-Seine. Et puis avec nous également Hervé Marseille, sénateur centriste des Hauts-de-Seine. J'ai envie de vous faire réagir évidemment sur cette lettre de ce patron américain de Titan. Éric Bocquet, comment est-ce que vous recevez ce réquisitoire contre les ouvriers français ? Écoutez, il y a deux options. Soit ça témoigne d'une ignorance absolue de la part de M. Taylor de la réalité économique, sociale et historique de notre pays, soit c'est du cynisme absolu. Et dans les deux cas, on ne peut pas accepter ce genre de propos. C'est tout à fait intolérable. Monsieur Marseille ? Oui, je pense que c'est excessif et que, comme tout ce qui est excessif, c'est un peu insignifiant. Mais au-delà de ça, on peut regretter que des grandes entreprises internationales comme celle-là portent un regard comme celui-là sur notre pays. Parce que ce n'est pas la réalité de la France, mais c'est inquiétant et très préoccupant. Et vous pensez que quand ce patron américain déclare que bientôt en France, il n'y aura plus d'emploi et tout le monde passera la journée assis dans les cafés à boire du vin rouge, c'est une image qui peut être nocive à l'étranger ? Pas plus que les Américains passent leur journée à mâcher du chewing-gum ou à manger du pop-corn. Je pense que c'est une image, mais à l'évidence, on a un problème en France, c'est la désindustrialisation. Et est-ce que le gouvernement fait ce qu'il faut pour faire face à cette désindustrialisation ? Je ne le pense pas. Très bien. Alors Philippe Kaltenbach, on n'a pas encore la réponse du ministre du redressement productif, à qui cette lettre était adressée. Qu'est-ce que vous espérez comme réponse de la part d'Arnaud Montebourg ? Je ne crois pas qu'il faille passer beaucoup de temps pour répondre à ce monsieur Taylor, qui est un habitué des propos excessifs. Ça ne correspond pas d'ailleurs à la politique d'investissement d'entreprises américaines en Europe, puisque la France est le pays où aujourd'hui les entreprises américaines investissent le plus. C'est bien la preuve que les propos de ce monsieur sont ridicules et marginaux. Donc je ne crois pas qu'il faille y prêter non plus trop d'attention
La France est un pays qui, c'est vrai, connaît une crise économique, mais nous sommes fiers de nos chercheurs, fiers de nos techniciens, fiers de nos ouvriers, et beaucoup d'investisseurs étrangers viennent en France parce que la France est un pays qui reste en Europe attractif pour accueillir de grandes entreprises. Alors, une déclaration du chef de l'État il y a quelques instants à Clermont-Ferrand. Monsieur Bocquet, je voulais savoir si ça peut vous rassurer, puisque François Hollande a déclaré que nous ne voulons pas tomber dans l'austérité. Alors, c'est tout l'enjeu des débats du moment. On est malheureusement engagé dans le tunnel de l'austérité. En tout cas, c'est la position que nous tenons depuis qu'il y a eu ce vote du traité européen, 0,5% de déficit au lieu de 3%. Et ça, c'est la clé de voûte de tout ce qui se passe depuis de nombreux mois. Encore plus aujourd'hui, il s'agit de rassurer Bruxelles, puisque la croissance n'est pas du tout au rendez-vous. Je pense qu'on est surtout en train d'essayer de rassurer les marchés financiers qui ont pris trop de place dans l'économie mondiale et donc aussi en France. Donc il faut absolument s'appuyer sur nos atouts et que le politique avec un grand P reprenne le pouvoir et toute sa place dans ce pays. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ça veut dire par exemple, accentuer l'effort d'économie ou éventuellement la pression fiscale sur les Français? Écoutez, je ne connais pas d'exemple d'un pays qui soit sorti de l'ornière des difficultés à partir d'une politique d'austérité. Il faut m'en citer un, je n'en vois pas. Et on a des exemples à notre porte, malheureusement. Le président Hollande s'est rendu en Grèce. Je ne pense pas que l'austérité infligée à la Grèce l'aide à sortir de ses difficultés. Hervé Marseille, est-ce que austérité, vous répondez d'ailleurs comme le Premier ministre, gestion rigoureuse des fonds publics? Ce qu'on peut constater, vous disiez que le président de la République vient de faire une déclaration. Il a fait beaucoup de déclarations et pendant sa campagne présidentielle, il a fait beaucoup de promesses. À l'évidence, là, toujours, d'ailleurs aujourd'hui même, comme le Premier ministre, ils insistent sur un diptyque, à la fois réduction des déficits et puis soutien à la croissance. Ça, c'est le langage, le discours officiel. C'est la réalité. Après, on peut débattre de l'efficacité et même de la réalité de cette politique, on va le faire. La réalité, c'est ce que dit la Cour des comptes, 32 milliards d'impôts. 32 milliards d'impôts, alors que le gouvernement en annonçait 20, ce qui était déjà considérable, 10 sur les entreprises, 10 sur les familles, et aujourd'hui on est à 32. C'est la Cour des comptes qui le dit, et qui demande des efforts supplémentaires, parce qu'il n'y a pas de réforme, il n'y a pas d'économies qui sont réalisées. Ce qu'a fait le gouvernement en arrivant, ce sont des dépenses nouvelles. Peut-être étaient-elles justifiées, peut-être étaient-elles sympathiques. Plus de fonctionnaires dans l'éducation nationale, allocation de rentrée, et puis également retour en arrière sur la retraite. Aujourd'hui, on fait marche arrière à peu près sur tout et on fait des impôts, mais pas de réforme. Donc je pense que ça va aller très mal. Philippe Kaltenbach. Le gouvernement mène une politique rigoureuse. Pourquoi? Parce que la France est en mauvais état. La droite a gouverné le pays pendant 10 ans. Et en 2012, la dette du pays s'est levée à 1800 milliards d'euros. C'était énorme, c'est un record jamais atteint. Donc il y a cette charge de la dette à supporter. Il faut réduire cette dette. C'est la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement. Et dans le même temps, il y a une politique aussi d'appui à la croissance. Le crédit impôt, 20 milliards pour que les entreprises investissent et créent de l'emploi. Les contrats d'avenir pour les jeunes sans qualification. Le contrat de génération. La banque publique d'investissement. Le gouvernement marche sur ses deux jambes, avec d'un côté une politique rigoureuse, parce que la difficulté est là, et que les trous laissés par nos prédécesseurs sont à combler, et puis prépare l'avenir en menant une politique de croissance dans un contexte européen qui est quand même très très difficile. La croissance en Europe aujourd'hui est à 0. Dans la zone euro, elle est même négative en 2012 à moins 0,3. En France, on a encore une petite croissance positive, pour l'instant, plus 0,5. Peut-être qu'on est trop optimiste encore, on ne sait pas, on verra. Mais c'est vrai que ce sont des chiffres que nous partageons avec nos voisins européens. Tous les voisins européens sont en difficulté, certains plus que d'autres, la Grèce, l'Espagne ou le Portugal. Il faut mener aussi une politique coordonnée au niveau européen, et François Hollande a travaillé dans ce sens pour que les politiques de croissance pour l'emploi et l'investissement soient aussi menées au niveau européen. Philippe Kaltenbach, si on retient le chiffre qui a été donné hier par Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, d'une perspective de croissance cette année de 0,2 à 0,3, cela signifie 10 milliards d'euros supplémentaires à trouver. Comment on fait? Écoutez, je crois que le gouvernement montre depuis maintenant un an que la politique rigoureuse porte ses fruits aussi, puisque les déficits sont réduits. Ça allège aussi la charge de la dette. Oui, mais il va falloir aller plus loin et trouver ces 10 milliards. Il y a sûrement de nouvelles économies à faire dans certaines dépenses. Chaque euro doit être bien dépensé, mais il ne faut pas toucher aux dépenses qui préparent l'avenir, donc à l'investissement, à tout ce qui concerne l'éducation. L'éducation reste la priorité parce que c'est l'avenir aussi, à la recherche, à l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est votre définition de la rigueur de gauche? Non, c'est une politique rigoureuse.
Mais ce n'est pas une rigueur de gauche, c'est une politique rigoureuse, mais qui privilégie la croissance et l'emploi. De gauche ou de droite, la rigueur, c'est la rigueur. Moi, je pense qu'il manque un élément essentiel comme moteur à la croissance, c'est le niveau de consommation dans ce pays. C'est 8 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, les restaurants du cœur qui ne désemplissent pas, toutes les associations caritatives qui ont du mal à faire face à ces nouvelles demandes de retraités, de femmes isolées, etc. Moi, il y a deux éléments sur le manque de recettes. J'ai lu dans les Échos il y a quelques semaines qu'on allait distribuer au titre de 2012 38 milliards d'euros de dividendes, c'est-à-dire à un niveau équivalent aux 5 années qui viennent de s'écouler, et puis l'évasion fiscale. Attaquons-nous à l'évasion fiscale, entre 40 et 50 milliards de recettes qui manquent au budget de la nation chaque année. Très bien. Voilà une autre chose. C'est la politique qui est menée par le gouvernement. S'attaquer à l'évasion fiscale, à la fraude fiscale, c'est bien sûr indispensable. Mais je crois que la rigueur menée par le gouvernement est aussi contrebalancée par une politique vigoureuse. Il y a aussi la vigueur dans la volonté de redresser l'économie du pays, dans la politique industrielle qui est menée. Cet après-midi, il y avait un débat au Sénat où Arnaud Montebourg est venu expliquer sa politique pour favoriser l'industrie en France, pour réindustrialiser la France, pour aider les entreprises à investir en France. Je crois qu'il y a les deux aspects de la politique qui sont menés aujourd'hui, à la fois la rigueur et la vigueur dans le redressement économique. Le président a dit que 2013 serait une année de redressement, parce que les comptes sont dans le rouge, mais ensuite, bien évidemment, il y aura des progrès sociaux, parce que la gauche, c'est le progrès social. C'est le progrès social depuis un siècle, et ça continuera. Là, aujourd'hui, on est sur une phase transitoire difficile, où il faut serrer un peu les boulons, mais la perspective reste quand même de nouvelles avancées sociales dans les prochaines années. À la fin du quinquennat. Enfin, dès 2014. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a de la vigueur. Il y a surtout de la vigueur dans la rigueur. Et on n'ose pas dire les choses. Et à l'évidence, on a déjà trouvé 4 milliards, mais en faisant des ponctions sur les collectivités territoriales, qui vont être obligées de se débrouiller avec 4 milliards de moins sur les 2 années qui viennent. Comment vont-elles faire? Surtout qu'on leur colle la réforme des rythmes scolaires qui n'est pas financée. Il va falloir trouver 360 millions en année pleine pour financer la réforme des rythmes scolaires sans un sou de l'État. Donc ça ne peut pas le faire, les comptes ne sont pas là. Et je dirais que face à ça, les seules choses qu'on nous propose, c'est le mariage pour tous et le vote des étrangers. Donc je ne suis pas sûr que ça soit vraiment une ordonnance qui nous permette de faire face à la désintégration. Vous avez cité certaines réformes en faveur des entreprises qui font d'ailleurs bondir M. Bocquet. Oui, mais si ça allait si bien que ça, et si les remèdes qu'on nous propose étaient merveilleux, il n'y aurait pas autant de gens dans la rue aujourd'hui. Si Sarkozy avait proposé la moitié de ce que propose le gouvernement de M. Hollande, je ne sais pas ce qui se passerait aujourd'hui. Personne aujourd'hui ne regrette Nicolas Sarkozy, et M. Marseille critique beaucoup, mais je ne l'entends pas faire des propositions différentes de la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement. Donc voilà, la situation aujourd'hui est difficile. Elle a été aggravée par les politiques soutenues par M. Marseille pendant des années. J'ai parlé du déficit aujourd'hui de 1800 milliards d'euros. Ce n'est pas François Hollande qui l'a creusé en quelques mois. Ce déficit était là dès son élection en mai dernier. Aujourd'hui, on redresse les comptes, on prépare l'avenir. Après, bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, les collectivités locales vont faire des efforts, comme tout le monde. Mais M. Bocquet, on a l'impression que ce déficit ne vous effraie pas, vous. Écoutez, vous fustigez les marchés financiers. Oui, les marchés financiers. Il faut quand même savoir que les États aujourd'hui, depuis 35 ans, empruntent sur les marchés financiers. Ça leur donne un pouvoir considérable quand même. On a besoin de cet argent. Oui, d'accord, mais on pourrait imaginer que la BCE, on pourrait imaginer que la BCE ait un rôle. Les 1000 milliards qui ont été accordés au système financier européen pour éviter qu'il implose, et très bien. Si on l'avait donné aux États pour, par exemple, équiper la France du réseau très haut débit, ça coûte 30 milliards. Voilà, je mets en balance les 30 milliards pour équiper en très haut débit face aux 1000 milliards qu'on a utilisés pour enflouer le système financier européen. Comment est-ce que vous allez réagir demain si le gouvernement s'attaque par exemple à la politique familiale? On a parlé d'une fiscalisation des allocations familiales. Si les retraités sont mis à contribution avec la perte de certains avantages, par exemple sur les pensions. Les retraités ont déjà été mis à contribution avec la taxe 0,3% qui nous a amené à ne pas voter le PLFSS en fin d'année dernière. Perdre la déduction supplémentaire de 10%, par exemple. Il y a des retraités aujourd'hui qui fréquentent les restaurants du cœur, par exemple. Voilà. Il y a quand même une réalité économique éclatante, dans le mauvais sens du terme, qui doit nous inquiéter, nous interpeller. C'est pas du côté des retraités et des petits salaires qu'on doit chercher les ressources. Monsieur Kadenbach, un mot pour conclure. C'est dur quand même pour vous, j'imagine, de soutenir et de défendre une rigueur de gauche. C'est pas une rigueur de gauche, on travaille au service du pays. La difficulté est là, il faut la surmonter. Je voudrais quand même insister sur le fait que le gouvernement, depuis le début, fait ce redressement dans la justice, parce que les efforts sont demandés à ceux qui gagnent le plus. Moi, je ne suis pas du tout choqué que ceux qui gagnent plus d'1 million d'euros par an soient taxés à 75% au-delà de ce million. Je ne suis pas choqué que des retraités qui ont des très hauts revenus
payent un petit peu plus. Je ne suis pas choqué que des familles qui ont des très hauts revenus ne bénéficient pas des allocations familiales. Il faut être juste et que la solidarité nationale joue en faveur des catégories sociales modestes et moyennes et que l'effort soit supporté par ceux qui ont le plus de ressources. Et à propos des collectivités locales, ce sera le mot de la fin. Je précise que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé aujourd'hui que 20 milliards d'euros seraient prêtés aux collectivités locales au cours des 5 prochaines années. C'est un prêt, effectivement, mais très bonne nouvelle. Pour leur permettre d'investir. Merci. Les locaux ne peuvent que se féliciter de cette excellente nouvelle. Oui, il faudra surtout qu'ils puissent rembourser. Merci à tous. Le mariage pour tous, objet de nouvelles auditions aujourd'hui au Sénat. Le défenseur des droits, Dominique Baudis, est donc notre invité dans un instant. Auparavant, eh bien, le thème de l'adoption a été traité par les associations, avec notamment son volet international. L'image de l'Agence française de l'adoption vis-à-vis des pays étrangers va sérieusement se dégrader. La conséquence majeure, c'est que les pays ferment l'adoption internationale aux célibataires et évidemment aux couples homosexuels et la privilégie, si je puis dire, pour des couples hétérosexuels. Comme la Belgique par exemple, on réalise qu'il n'y a aucune adoption qui a été réalisée à l'international depuis 2006, date à laquelle la loi a été changée pour permettre aux couples homosexuels d'adopter. Par exemple, la Colombie ne sont pas prêts à préparer leurs enfants à être accueillis dans les familles homosexuelles. Quant à l'orientation sexuelle, dans l'adoption, moi je redis la capacité éducative de chaque personne, mariée ou célibataire, qui doit primer. Tant l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe que l'accession à la filiation adoptive procèdent très clairement d'une lutte contre les discriminations. Et le PACS ne répondait absolument pas à ce souci d'égalité. Dès lors qu'il s'agit de la nature, on ne peut pas la changer et, me semble-t-il, on ne peut pas parler de la même manière d'égalité. À la discrimination dont les enfants issus de couples mariés homosexuels vont faire l'objet dans les cours d'école, eh bien, ils vont, oui, sans doute, faire l'objet de discrimination dans les cours d'école, comme les enfants roux. Un enfant roux s'est suicidé l'autre jour. Peuvent faire l'objet de discrimination dans les cours d'école. Voilà, avec nous donc Dominique Baudis, bonsoir, et merci d'être avec nous. La loi donc a été votée par les députés, elle le sera au Sénat, mais les auditions permettent d'écouter à nouveau les arguments des pour et des contre. Alors pour clarifier votre position, est-ce que vous pouvez nous dire si comme défenseur des droits, vous êtes pour ou contre le mariage gay, Monsieur Baudis? C'est une question sans objet. Ah oui, parce que je ne suis pas parlementaire, donc je ne vais pas avoir appuyé sur le bouton pour ou contre. Je suis défenseur des droits avec des missions qui me sont confiées, notamment la lutte contre les discriminations et la défense des droits de l'enfant. Ce que les sénateurs aujourd'hui, ou les députés au mois de novembre, attendent d'une audition comme celle qu'ils ont organisée, c'est pas que je leur dis je suis pour ou que je suis contre. Non, mais moi c'est ce que j'ai envie de savoir, vous voulez pas me le dire? Mais non, mais c'est pas le sujet. C'est de souligner dans le projet les éléments qui représentent un progrès, et en revanche, dans le projet également, des questions qui restent en suspens, des problèmes nouveaux qui peuvent surgir. Donc voilà, il s'agit de formuler un avis sur un projet dans lequel il y a incontestablement des progrès, recul des discriminations, recul des inégalités. Ça, c'est pour les couples. Hein. Voilà. Pour les couples. Vous dites que les couples, effectivement, sont discriminés de manière indirecte quand ils n'ont pas accès au mariage, les couples homosexuels. Ça, voilà, c'est un point important. Deux personnes du même sexe n'avaient pour cadrage juridique, en quelque sorte, de leur union, que la solution du PACS, qui évidemment ouvre moins de droits et de devoirs d'ailleurs que le mariage. Par conséquent, deux personnes du même sexe qui voulaient construire une vie commune avec une base juridique ne pouvaient pas accéder à un dispositif tel que le mariage, avec des conséquences qui sont lourdes, par exemple. Quand l'un des deux décède dans un couple de personnes du même sexe, pacsé, le survivant ne peut pas bénéficier de la pension de reversion, c'est-à-dire de la retraite du conjoint disparu. Inégalité. Avec le mariage, évidemment, les mêmes droits pour l'obtention de la retraite. Le maintien dans les lieux. Quand on est locataire d'un appartement et que celui qui était signataire du bail vient à disparaître. L'autre n'avait aucun droit à maintien dans les lieux. Donc,
on établit plutôt une égalité de droit. Voilà, alors on parle des enfants maintenant, c'est votre point très important. Alors il y a beaucoup d'enfants, et vous avez parlé des chiffres, et ils sont très variables selon les chiffres officiels, les associations, quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Des enfants déjà qui largement, vivent. Largement. Il y a une fourchette énorme. L'Institut des études démographiques, l'INED, dit entre 15 000 et 40 000. Les associations disent autour de 300 000. En tout cas, c'est plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui sont élevés par un couple de même sexe. Et celle-ci, ces enfants qui vivent déjà dans des familles homoparentales, qui ne sont pas reconnues, est-ce qu'ils souffrent également, eux, d'inégalité et de discrimination, puisque leurs parents ne sont pas mariés? Mais incontestablement, c'est un progrès pour ces enfants. Des dizaines de milliers d'enfants, aujourd'hui, à l'instant où nous nous parlons, grandissent dans des familles homoparentales, donc sont élevés par 2 femmes ou par 2 hommes, qui ne peuvent pas se marier. Donc ces enfants sont élevés et grandissent dans une espèce de précarité juridique. Donc le mariage des parents va dans l'intérêt des enfants? Oui, absolument. Évidemment. Vous allez finir par me dire que vous êtes favorable au mariage gay. Alors parce que vous dites oui à toutes mes questions. Vous voyez, si je suis pour ou contre le projet. Les parlementaires ne me demandent pas si je suis pour ou contre, ça leur est égal. Ils me demandent ce que j'ai à dire sur le projet. Donc, pour les enfants élevés par un couple de même sexe, incontestablement, ce projet va dans le sens de leur intérêt supérieur. Cela dit, le projet laisse beaucoup de questions en suspens, des interrogations, des points sur lesquels le Sénat pourra apporter les précisions. Mais par exemple, l'Assemblée nationale a résolu par un amendement du rapporteur un problème qui provoquait une certaine émotion. Le fait que partout dans le Code civil, on remplace les termes père et mère par le terme parent. Donc père et mère disparaissaient. C'est-à-dire que l'ouverture d'un droit nouveau pour les personnes de même sexe et les enfants qu'ils élèvent s'accompagnait d'une modification générale du Code civil pour toutes les familles. Bon. L'Assemblée nationale a trouvé un dispositif qui permet... Ça a été corrigé, voilà. Donc c'est l'intérêt des travaux parlementaires. Et c'est pas simplement de dire si on est pour ou contre un texte. Est-ce qu'on peut améliorer le texte? Oui, on peut l'améliorer. L'Assemblée l'a amélioré sur beaucoup de points et le Sénat, j'en suis convaincu, le fera au mois d'avril à l'occasion du débat. Merci beaucoup Dominique Baudis de ces explications. Une exposition à voir à Paris en ce moment au musée du Sénat, Chagall. Elle a d'ailleurs été inaugurée tout à l'heure. Cette exposition qui présente des richesses a pris pour thème guerre et paix et qui prend tout son sens quand on se remémore la longue vie du peintre. Mélanie Bontemps. L'attraction terrestre semble avoir disparu dans le rêve de Chagall. Bienvenue dans le monde intérieur de cet artiste singulier dévoilé au musée du Luxembourg. Une nouvelle exposition retrace son parcours entre guerre et paix, une centaine d'œuvres pour presque un siècle de vie. Marc Chagall, artiste aussi populaire que mystérieux, a connu la Révolution, les guerres et l'exil. Une traversée de l'histoire qui a inspiré la commissaire de l'exposition. Les 2 guerres mondiales, la Révolution russe de 17 et l'exil pendant notamment la Deuxième Guerre mondiale. Donc ces événements historiques forcément se reflètent dans son œuvre, même si il garde toujours sa vision du monde intérieur, très imaginaire et poétique. Ces périodes sombres qui ont marqué l'artiste ne lui ont pourtant jamais enlevé son souffle naïf et spirituel. Nombreuses ont été les sources d'inspiration de Chagall, à commencer par sa ville natale et les traditions juives de son enfance, sans oublier les thèmes bibliques ou encore sa femme Bella. Ce sont ces multiples palettes que le musée espère révéler au public, avec un objectif de fréquentation ambitieux. On espère plus de 300 000 visiteurs. Évidemment, si c'est beaucoup plus, on sera ravis, mais 300 000 serait vraiment très bien. Chagall, entre guerre et paix, est à découvrir à partir de demain et jusqu'au 21 juillet au musée du Luxembourg. Un prolongement de l'actualité, Arnaud Montebourg a dénoncé des propos extrémistes, ceux du PDG de Titan qui a dénoncé, vous le savez, dans un courrier qui lui a été adressé, les ouvriers français. Et il promet la plus grande vigilance des douanes françaises quand il s'agira d'importer en France des pneus de la marque Tian. À 22 h, Sonia Mabrouk à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info. Bonsoir à tous. Mais attendez,
mais je ne fais pas de la politique pour qu'on marche sur les pieds. Je ne fais pas de la politique pour cautionner des pratiques qui ne me paraîtraient pas acceptables. Elle avait l'image de la ministre bosseuse et consensuelle, mais depuis la primaire sanglante à l'UMP, Valérie Pécresse s'est jetée dans l'arène. Alors quelle leçon tire-t-elle de cette bagarre et des autres qu'elle a menées en pilotant une des réformes les plus ambitieuses du quinquennat Sarkozy? Et comment se forger une image médiatique au premier plan quand on est une femme et pas forcément du genre à aimer parler de soi? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien tout honneur Valérie Pécresse. Déshabillons-les. Samedi à 23h45 sur Public Sénat.